Mon prochain invité, c'est M. Marc Bérubé, auteur, mais pas n'importe quel auteur. Parce Non. que ça s'appelle, et on le voit bien, Jusqu'au bout. Et on va parler de ça. Mais vous êtes dans la planification financière. Dites-moi, planification financière, auteur, écrire un livre, c'est quoi? Expliquez-moi, là, il faut que je comprenne. C'est quoi? D'où vous est venue l'idée d'écrire d'abord? L'idée d'écrire, ça fait longtemps que je l'avais. En fait, c'est dans la petite liste là, de choses que je voulais faire dans ma vie. Donc, écrire un livre, ça en faisait partie. Jusqu'au bout, puis planificateur financier, les finances personnelles, il y a un lien à ça. En fait, j'ai un background de sport, beaucoup de courses à pied. Là. J'ai fait plusieurs kilomètres dans ma vie, des ultramarathons et du sprint. Donc, pour moi, la course à pied, c'était une seconde nature. J'en fais un petit peu moins maintenant, mais c'est quelque chose qui m'a inspiré. Puis je compare la planification financière à un marathon. C'est-à-dire, il y a la préparation, il y a la course comme telle, puis aussi la fin de la course, en fait. Puis Bon. Vous n'êtes pas le premier qui écrivait un livre sur la planification financière. Qu'est-ce qui diffère parce que vous avez fait du sport, donc qu'est-ce qui diffère des autres livres qu'on a vus par rapport à cette préparation-là qu'on doit faire au niveau de la planification financière? Bien, en fait, moi, je suis le président fondateur de Coaching Financier Trek, donc qui est un cabinet de services financiers. Puis pour nous, le mot coaching est très important. Donc, le mot coaching, c'est qu'on fait de l'accompagnement avec nos clients. Donc, l'accompagnement, comme un coach le ferait avec son athlète. Donc, l'athlète va établir les objectifs et le coach, bien, va donner les petites tapes dans le dos puis des fois les petits coups de pied aux fesses là, si nécessaire pour atteindre l'objectif qui a été déterminé. Donc, l'analogie avec la course, bien, se valait vraiment, vraiment intéressante puisque c'est ce qu'on fait avec nos clients. Donc, on les amène à déterminer les objectifs qu'ils veulent remplir. Puis nous, bien, au fur et à mesure qu'on prépare la course, qu'on est dans la course, puis jusqu'au moment où nos clients un plus âgés en viennent à transmettre le patrimoine à la génération qui les suit, bien, nous, on les accompagne jusque-là aussi. Qui est le jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, effectivement. Mais dites-moi, on est de plus en plus conscientisé à la planification financière, peut-être plus les jeunes que nous, parce que, on a appris jeunes, ou on a appris aux jeunes de commencer à économiser de l'argent. Est-ce que le message passe? Bien franchement, je vous dirais non. Savez-vous, c'est à peu près ce que je m'attendais comme réponse, mais vous ne me surprenez pas, puis vous me surprenez un peu. Je pensais, moi, qu'on arrivait à un certain équilibre, mais on n'est pas rendu là. Non. Pourquoi? Bien, on travaille beaucoup avec les professionnels, donc je ne peux pas vous parler nécessairement de tout le monde, mais dans nos universités, on a des formations extraordinaires. Nos ingénieurs, nos avocats, nos médecins, nos dentistes sortent avec des connaissances fantastiques pour leur métier. Mais les connaissances transversales, je pense qu'ils appellent, dont la planification financière pourrait faire partie, sont absentes. Donc, les gens terminent, je vais vous donner par exemple, un médecin va terminer ses études, va gagner un très gros salaire, comparativement à la moyenne salariale au Québec ou au Canada, va gagner un très gros salaire, mais a à peu près pas de connaissances sur les différentes façons de gérer son argent, les acomptes provisionnels qu'il doit faire au gouvernement puisqu'il est travailleur autonome. Ces gens-là, souvent, s'engagent à faire un diplôme en médecine par conviction. Hein, on veut aider les gens, mais ne savent pas le jour 1 qu'ils deviennent aussi des entrepreneurs. Hein, nos médecins, puis nos professionnels, en fait, au Québec et au Canada, ont le droit de s'incorporer. Donc, on devient des gestionnaires d'entreprise, tout comme un dentiste. Donc, mais avec à peu près aucune connaissance. Ils sortent souvent avec des dettes d'études scolaires aussi. Tout à fait. Alors, l'éducation n'est pas faite encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est ce que je comprends. Ah oui, tout à fait. Parce que, bon, là, on parlait des médecins. Les institutions financières leur offrent des marges de crédit très volumineuses.
qui peuvent aller jusqu'à 250 000 $ pour leurs études, ce qui est aberrant, à mon avis, parce qu'il n'y a personne, même si on est étudiant en médecine, qui a besoin de 250 000 $ pour passer à travers ses études. Donc, mais bon, c'est des bons clients futurs pour les institutions financières, puis c'est peut-être une façon de les attacher un peu à eux en leur offrant ce type de marge-là. On en voit qui sortent avec des dettes assez importantes. Bon, c'est sûr qu'ils ont un salaire qui permet de rembourser cette dette-là, mais des fois, ça va prendre quand même plusieurs années. Puis ça, c'est s'ils sont pris en main, parce que des gens qui ne seraient pas pris en main puis qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui les accompagne de la bonne façon, on peut s'en aller vers un mur, là. J'avais vu une statistique il y a quelques années, puis les plus grosses faillites de professionnels au Canada, c'était les médecins et les dentistes. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Pourquoi? Parce que... Bien, le cas typique... Je comprends pas parce qu'avec le salaire qu'ils gagnent, par exemple, la première chose qu'on devrait faire, peu importe, on parle de médecins, mais c'est pas nécessairement les médecins, mais ces gens-là qui gagnent quand même de bons salaires. La première chose qu'on devrait penser, c'est de se remettre de côté ou de planifier, mais ce que je comprends, c'est... Ouais. Bon, on s'entend que c'est un faible pourcentage qui vont arriver à la faillite. Il y en a beaucoup qui vont justement en mettre de côté et qui n'auront jamais de problème financier, là, ça c'est bien certain. Mais le cas typique d'un professionnel travailleur autonome qui va déclarer faillite assez tôt dans sa carrière, c'est que, bon, des fois, on va sortir de l'université avec peut-être un 100 000 $ de dette. On commence à gagner des revenus. Puis si personne dans notre famille a été travailleur autonome, puis que nos parents, par exemple, travaillaient dans des entreprises où, bon, il y avait déduction à la source, à la fin de l'année, bien, il n'y avait pas d'impôt à payer, ou même on recevait un petit retour d'impôt là, selon notre déclaration de revenus. Donc, on pouvait dépenser l'argent qui était déposé dans notre compte de banque. Bien, pour un travailleur autonome qui est payé par la RAMQ, hein, l'assurance québécoise, donc les médecins sont tous payés par la RAMQ, l'argent va être déposé dans le compte. Puis si on n'a pas été mis au courant qu'il fallait en garder la moitié pour donner à l'impôt l'an prochain, puis qu'on commence à dépenser, ou souvent il y a un faux sentiment ou une fausse impression de rembourser nos dettes parce qu'on arrive à la fin de l'année, on a gagné, je ne sais pas, 300 000 $, on n'a pas d'argent dans le compte de banque, mais on n'a plus de dette. Notre marge de 100 000 est terminée. Sauf que là, quand notre comptable prend nos papiers et dit, bien, c'est 150 000 $ que tu dois faire comme chèque au gouvernement. Donc, le 100 000, on doit remettre le 100 000 sur la marge, plus 50 000. Et là, la balloune... Puis souvent, on s'en rend compte au mois de juillet, de la deuxième année qui est déjà entamée. Donc, si le premier 6 mois de l'année, on a continué nos mauvaises habitudes, donc on doit 150 000 plus la moitié d'une année qu'on n'a pas mis d'argent de côté. Fait que là, c'est une bulle qui peut augmenter. Si c'est juste des dépenses à gauche, à droite comme ça, on peut se rationaliser, puis serrer la ceinture, puis reprendre le dessus. Mais si on a acheté une maison trop chère pour nos moyens, des voitures, des choses que c'est plus difficile de renverser, parce que les paiements sont là, puis on a des obligations avec les institutions, bien, tant pis. Puis souvent, on se dirige vers un mur. Mais ça, c'est les cas, on va dire, exceptionnels. Hein? Si on revient à votre livre, pourquoi avoir écrit un livre? C'est parce que vous avez rencontré des clients, vous avez vécu des choses et vous avez dit, il faut que je trouve un moyen pour lancer un message. C'était quoi l'objectif recherché? Bien, le livre va parler beaucoup de stratégie d'épargne, surtout pour les plus jeunes, de comment on va mettre en place les cotisations réelles, comment on peut faciliter ça tout en maintenant le plus de liquidité possible dans nos comptes bancaires mensuellement, mais en étant en mesure de faire les deux, en fait. Hein? Ce qu'on veut, c'est pas juste mettre de l'argent pour plus tard, pour la retraite, mais il faut le faire quand même. Fait que l'idée, c'est d'avoir la bonne balance entre épargner pour nos projets, épargner pour la retraite, payer nos comptes, puis en profiter. Hein? C'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, puis de les amener à bien balancer tout ça. Donc, on parle beaucoup de stratégie tout au long de la vie d'un professionnel ou d'un entrepreneur, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'incorporer. Puis bon, vous voyez qu'il y a quand même un lien entre les professionnels qui ont le droit de s'incorporer maintenant, puis tous les autres entrepreneurs
que ce soit un entrepreneur en construction, que ce soit un fleuriste ou une entreprise au détail, à partir du moment où il y a une incorporation, bien là, les stratégies fiscales qu'on peut ficeler à l'intérieur sont très intéressantes puis sont méconnues. On travaille beaucoup avec des produits d'assurance, notamment les produits d'assurance vie, qui ont un statut fiscal dans le cadre d'une planification au niveau de société. Les avantages sont extraordinaires. Mais les gens ne le savent pas. Puis les entrepreneurs, souvent, vont référer à leur comptable. En fait, vont attendre que leur comptable leur parle de ces stratégies-là. Puis si les comptables ne leur en ont pas parlé, c'est pas nécessaire. Puis vous pourrez parler à peu près tous les comptables vont vous dire qu'ils ne connaissent pas du tout l'assurance, puis ils ne connaissent pas du tout les stratégies qu'on peut faire. Ils vont les comprendre quand on va les expliquer, mais ce n'est pas eux qui vont prendre la pôle pour aller expliquer à leurs clients que ces stratégies-là comptable, existent. il compte. Hein? Il compte, c'est ça. On va s'arrêter quelques instants pour une courte pause. Puis on va revenir avec vous. On va parler de ce livre qui s'appelle « Jusqu'au bout » avec M. Marc Bérubé. On revient avec notre invité dans quelques instants. On revient avec notre invité, M. Marc Bérubé, qui est auteur, mais aussi planificateur financier, mais auteur du livre « Jusqu'au bout ». Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. J'ai un planificateur financier devant moi, je vais lui poser la question. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais derrière, là, si je paye de l'impôt, il faut que je retire mon argent, puis là, à 70 ans, c'est une autre chose. » Vous répondez quoi à ça? Bien, effectivement, hein, ce qu'on appelle les abris fiscaux, hein, ne pas confondre avec les paradis fiscaux. On parle d'abris fiscaux. Hein. Les abris fiscaux, c'est tout ce qui est REER, qui permet de différer l'impôt, en fait. Hein. On a maintenant le compte d'épargne libre d'impôt aussi, le CELI, le fameux CELI. Le CELI, il n'y a pas d'impôt au retrait, mais les montants qu'on peut mettre à l'intérieur sont quand même faibles. Au niveau du REER, effectivement, il y a un report d'impôt qui est fait. Donc, on a un crédit d'impôt à l'entrée. Donc, en mettant la cotisation, bien, c'est le fameux retour d'impôt qu'on a, là, qui est le crédit d'impôt sur l'argent qu'on met dans un REER. Donc, l'avantage du REER pour quelqu'un qui va maintenir le même revenu et pendant ses années de travail, puis à la retraite, donc il va avoir un taux d'imposition, disons, le même. Le seul avantage au REER, c'est la croissance qui va être faite pendant, par exemple, 25-30 ans sur l'impôt qui est à reporter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir plus d'argent pendant 30 ans. Donc, les rendements, en fait, qu'on fait sur... En théorie, c'est de l'argent qui ne nous appartient pas, qui devrait être remis au gouvernement plus tard. Bien, cet argent-là va nous rester au moment où on va retirer. Donc, on appelle l'intérêt composé. Il y a un avantage, ça a été calculé, entre un REER et un placement traditionnel où là, on paierait nos impôts à chaque année sur nos gains. Sur une longue période, c'est avantageux le REER. Ça, c'est indéniable. Là où ça devient encore plus avantageux, c'est quelqu'un qui, à la retraite, va réduire son taux d'imposition. Donc, par exemple, quelqu'un qui, pendant sa vie active, gagnerait un revenu peut-être de 75 000 par année, avec un taux d'imposition peut-être aux alentours de 40 %. Donc, à chaque dollar investi dans le REER, on a un retour d'impôt, un crédit d'impôt d'à peu près 40 sous. Puis qu'au moment où on fait le décaissement, bien, ce qui va être nécessaire, c'est peut-être, disons, 40 000 par année, où là, notre taux d'imposition serait peut-être plus autour de 30 %. Donc là, quand on va effectuer des retraits, c'est 30 % qu'on va payer au gouvernement et non 40 qu'on a eu en crédit lorsqu'on a mis l'argent. Donc là, il y a encore plus de valeur lorsque on va diminuer là, ce qu'on appelle le fameux bracket d'impôt. Donc, il y a cet avantage-là. Je vous écoute parler. Oui, allez-y, excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est pour les gens qui sont plus fortunés, disons, qui gagnent 200 000 par année, puis qu'à la retraite, ils vont avoir besoin de 150 000 par année. Ils vont être quand même au taux à peu près maximum d'imposition. Donc, l'avantage du REER est uniquement le fait qu'on fait de l'intérêt composé avec de l'argent qui est tout simplement de l'impôt différé. Mais c'est quand même avantageux sur de longues périodes. On va payer de l'impôt quand même à la fin. Ah oui, ça, ils disent qu'il y a 2 certitudes dans la vie, c'est le décès et l'impôt. C'est bon.
Est-ce que vous avez tout dit ce que vous vouliez dans votre livre? Parce que c'est complexe. Je vous écoute parler, là. C'est complexe l'impôt, c'est complexe la planification financière, c'est complexe les abris fiscaux. Bon, pour nous, pour vous, c'est facile parce que vous êtes un spécialiste, un professionnel là-dedans, mais pour nous, c'est plus difficile. Est-ce que dans votre livre, vous vulgarisez un peu, permettez-moi l'expression, là, les termes, pour nous mettre ça plus facile puis mieux comprendre l'importance de la planification financière? Bien, je suis content que vous ameniez ça parce que c'est ce dont je suis le plus fier du livre, c'est que je l'ai écrit pour que ce soit très, très vulgarisé. Donc, n'importe qui peut passer à travers ce livre-là, puis il va comprendre. J'ai des exemples chiffrés, j'ai des cas réels que j'ai vécus dans ma clientèle, j'explique des situations. Donc, c'est très, très facile à comprendre, bien que, comme vous le dites, c'est des stratégies qui sont complexes. Qu'on ne doit pas mettre en place là, parce qu'on a lu mon livre, de faire ça tout seul puis d'essayer d'organiser nos choses. C'est important de consulter un professionnel, que ce soit un planificateur financier, un conseiller en sécurité financière. Puis en fait, moi, je n'ai pas le titre de planificateur financier, comme vous avez mentionné. Je suis un conseiller en sécurité financière. C'est deux titres différents qui, bon, veulent dire un petit peu la même chose, là. Mais c'est deux titres différents, donc... Est-ce qu'il va en avoir un deuxième? Si je pouvais le faire en claquant des doigts, probablement. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'aimerais encore dire, peut-être sur des sujets connexes. Par contre, c'est beaucoup de temps. C'est très, très exigeant. Ça a pris une grosse année et demie là, à faire ça. C'est sûr que je n'étais pas à temps plein sur le livre, mais comme propriétaire d'un cabinet avec une trentaine d'employés, devoir gérer ça, écrire un livre. J'ai une famille aussi, hein, 4 enfants, une conjointe, 2 chiens. Donc, c'est de ramener ça. Je pense pas que ça va être à court terme, mais ça pourrait arriver, oui. OK. Et ce serait différent de celui que vous avez écrit actuellement? Ou ce serait un complément? Ça serait probablement un complément, peut-être un petit peu plus poussé sur les stratégies d'assurance pour les gens, les entrepreneurs. Parce que un des sujets que je traite dans ça, c'est, par exemple, un entrepreneur qui a très bien réussi, qui veut vendre son entreprise ou la transmettre à ses enfants. Hein, au Canada, si on veut transmettre une entreprise à nos enfants, mais il y a toujours les impôts à payer. C'est pas très facile. En fait, souvent, c'est plus facile de vendre à un étranger que de vendre à nos propres enfants. Donc, on a des stratégies là-dedans qui permettent de payer les impôts au décès. Quelqu'un qui a commencé à zéro, son entreprise, puis que, je sais pas, aujourd'hui, ça vaut 3 millions, par exemple. Il l'a vendu, l'argent est dans une compagnie de gestion. Donc, on a 3 millions. Si on décède, puis que cet argent-là doit aller à nos enfants, bien, il y a un gain. Le 3 millions, c'est un gain qui est imposable. Donc, les enfants vont payer à peu près 26 d'impôt sur le 3 millions. Donc, il y a des stratégies qui permettent de réduire de beaucoup ce qu'on va devoir payer. Mais il faut le faire en amont, il faut le faire tôt. Puis, contrairement à plein de stratégies financières où tout ce qu'on a à faire, c'est signer un chèque puis déposer dans un REER ou dans un CELI ou dans d'autres types de placements, les stratégies qui nécessitent des assurances vie, par exemple, bien, la première chose qu'on doit prouver, c'est notre santé. C'est pas la richesse, c'est pas le chèque qu'on est capable d'écrire. Il faut être assurable. Il faut qu'un assureur accepte de prendre un risque sur notre vie. Puis quelqu'un bon, plus on avance en âge, en fait, plus les petits bobos s'accumulent. Puis bon, mais si les petits bobos sont un petit peu plus graves, bien, on n'a plus accès à ces super stratégies-là qui permettent de sauver souvent des millions de dollars aux entrepreneurs là, en transmission d'entreprise. Votre livre, Jusqu'au bout, on peut le retrouver où? En fait, il est en vente sur Amazon, sur la plateforme Amazon. En français et en anglais. OK. C'est Going the Distance. En français et en anglais? Oui, en anglais, okay. c'est Going the Distance. Le titre en anglais, c'est? Going the Distance. OK. Donc, la traduction, on est allé... Oui, OK. Ouais. Donc, c'est ça, disponible sur Amazon. Merci à Pascal Gasse de Lance ton livre qui vous a amené ici, qui nous amène beaucoup d'auteurs. Ça nous amène à connaître beaucoup d'auteurs dans différents sujets. Mais celui-là, je vous admets et je vous confie que c'est la première fois, la planification financière. C'est pas à ça que je m'attendais. Mais j'aime le titre « Jusqu'au bout » parce qu'il y a beaucoup
réflexion qu'on peut faire avec le titre Jusqu'au bout. Alors, je suis certain que ça va capter l'attention. On va vous souhaiter un bon succès, M. Bérubé. Merci. Puis, si jamais il y a une deuxième édition, venez nous voir, ça nous fera plaisir de le présenter. Mais je voudrais vous dire que vous avez une audace que d'écrire un tel livre, parce que c'est pas évident. Je vous écoutais parler d'impôts tout à l'heure, puis, puis moi, je suis un peu pas mal là-dedans avec l'entreprise, mais c'est très difficile, compliqué. Pour tout le monde, je pense que c'est comme ça. Alors, de l'écrire en plus, parce qu'on écoute un planificateur financier qui nous parle, puis des fois, on est presque porté à s'endormir parce que c'est tellement... On se perd là-dedans. Mais de l'écrire, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite bon succès. Merci. Alors, vous pouvez vous le procurer sur Amazon, c'est Jusqu'au bout, Marc Bérubé. Si vous avez besoin d'informations, lance ton livre, Pascal Gasse. Sinon, est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez une façon qu'on puisse vous rejoindre? Allez-y. En fait, le site web, c'est le www.coachingtrek.com. Donc, coachingtrek.com. Monsieur Bérubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon succès, puis vous reviendrez nous voir. Super. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.